Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Pour cet épisode, je voulais vous parler des anatidés, une famille qui englobe les oies, les cygnes, les canards ainsi que quelques espèces apparentées. Dans l'imaginaire collectif, les anatidés se résument souvent aux espèces les plus communes, comme par exemple le canard colvert. Pour autant, lorsque l'on commence à s'intéresser aux anatidés, on découvre rapidement qu'il existe une multitude d'espèces de canards sauvages, chacune plus intrigante que les autres. Pour ne citer que quelques exemples, on pourrait mentionner le large bec filtrant du canard souchet, les capacités de migration ahurissantes de la sarcelle d'hiver, ou encore la faculté des fuligules morillons à rechercher leur nourriture à plusieurs mètres sous l'eau. Cela faisait donc longtemps que je voulais vous parler des canards sauvages. J'avais plusieurs questions en tête en préparant cet épisode. Quelles sont les principales espèces de canards sauvages que l'on peut observer en France ? Comment se portent-elles ? À quelles menaces font-elles face ? Et comment sont-elles impactées par la chasse ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Mathieu Guillemin, ornithologue et responsable à l'Office français de la biodiversité d'un service sur les espèces exploitées. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me dire depuis combien de temps tu t'intéresses à l'ornithologie ? Donc, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Aujourd'hui, je suis responsable dans la direction de la recherche d'un service sur les espèces exploitées, donc chassables, pêchables et cueillables pour les plantes. Et je fais de l'ornithologie depuis une grosse trentaine d'années. Aujourd'hui, on va parler des anatidés. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est, et plus particulièrement ce qu'est un canard sauvage et ce qui va le distinguer d'un canard domestique ? Alors, donc, les anatidés, c'est une famille d'oiseaux qui comprend à la fois les canards, les oies et les cygnes. Donc chez les oies et chez les canards, il y a des formes domestiques. Les canards domestiques, ce sont essentiellement des animaux qui dérivent, pour beaucoup d'entre eux, du canard colvert, pour les canards qui sont élevés chez nous. Et éventuellement, on peut parler aussi du canard de Barbarie, qui est beaucoup plus gros. Mais donc on a plein de formes d'élevage, mais qui découlent globalement de peu d'espèces sauvages, alors qu'on a une plus grande variété d'espèces sauvages de canards. J'ai cru qu'il y avait une phrase, mais c'est un point à la ligne. Très bien. Alors après, dire combien il y en a. Bah justement, c'est la question d'après. Et donc, dans les espèces de canards sauvages en France, il y a différents types de canards, les canards de surface, les canards plongeurs. Est-ce que tu pourrais me présenter ces différentes familles et me dire combien d'espèces on peut observer ? Les canards de surface, donc c'est les oiseaux qui se nourrissent depuis la surface, sans plonger, qui en général flottent un peu plus haut sur l'eau et qui peuvent décoller presque à la verticale, comme un hélicoptère. Donc ça, il y en a un peu moins d'une dizaine d'espèces. Donc on peut penser dans les plus communs, il y a le canard colvert par exemple, ou la sarcelle d'hiver, mais il y en a quelques autres, et on pourra en parler après. Les canards plongeurs, c'est l'inverse. Eux, ils plongent pour s'alimenter, ils sont en général plus massifs, ils sont plus bas sur l'eau. Du coup, ils ont plus de mal aussi à décoller, donc ils ne décollent pas à la verticale, ils ont besoin de courir assez longtemps sur l'eau afin de prendre suffisamment de vitesse et de s'envoler. Et un peu similaire aux canards plongeurs, on a les canards marins, qui sont aussi des animaux, des oiseaux assez denses, plus gros que les canards de surface en général, pour la plupart d'entre eux, qui eux aussi, en général, plongent pour s'alimenter, et puis, comme leur nom l'indique, c'est des canards marins, donc ils vivent essentiellement dans le milieu marin, en tout cas pendant l'hivernage. Et puis on a aussi quelques espèces qu'on considère des fois oui, des fois non, comme des canards, comme les oiseaux piscivores de type Arles, par exemple. Voilà, on les compte dedans, on les compte pas dedans, mais formellement, ils font partie de la famille. Alors maintenant, on va parler un peu du cycle de vie des anatidés, en commençant par la reproduction. Quelle est un peu la particularité de la reproduction ? Notamment, il y a un concept que tu évoques dans un livre que tu as écrit, c'est le fait que les anatidés sont des reproducteurs sur capital. Est-ce que tu pourrais développer ce concept ? Alors, ça dépend desquels. Il y en a qui sont reproducteurs sur capital, il y en a qui sont reproducteurs sur revenu. Le principe, c'est que les reproducteurs sur capital, c'est des animaux qui utilisent l'énergie qu'ils ont stockée en amont, donc ils ont créé un capital d'énergie, plus tôt dans la saison, qui vont ensuite mobiliser pour la période de reproduction, donc pour fabriquer les œufs ou pour incuber plus longtemps sans avoir besoin de manger, donc en s'appuyant sur leurs réserves. Donc ça, c'est ceux qui sont sur capital. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont besoin de s'alimenter, de faire des réserves très en amont, des fois même avant la migration,
et ils vont transporter ces réserves jusqu'aux zones de reproduction et les utiliser après pour se reproduire. Et à l'inverse, les reproducteurs sur revenus, c'est des animaux qui vont alimenter en énergie leur période de reproduction par ce qu'ils vont pouvoir trouver comme alimentation sur les zones de reproduction elles-mêmes. Et donc du coup, ceux-là, évidemment, ils ont besoin d'arriver sur des zones de reproduction au moment où ils peuvent s'alimenter, et ils ont besoin d'avoir accès à de la nourriture tout le temps pendant la phase de reproduction, alors que les autres peuvent éventuellement arriver plus tôt et commencer à initier des choses, même si c'est encore gelé, ils ont amené avec eux l'énergie dont ils ont besoin. Est-ce que tu peux me donner un exemple de chaque catégorie ? Alors souvent, les plus petites espèces, comme par exemple la sarcelle d'hiver, qui fait dans les 350 grammes, c'est vraiment des reproducteurs sur revenus, parce qu'en fait, ça serait trop coûteux énergétiquement pour eux de transporter des réserves pendant la migration sur des milliers de kilomètres. Donc les plus petites espèces en général, c'est ça, et les plus grosses seulement sont capables d'être des reproducteurs sur capital. Donc il y a quelques gros canards, les canards marins par exemple, qui sont plutôt des reproducteurs sur capital, mais typiquement c'est les oies et les cygnes qui sont des reproducteurs sur capital, parce qu'eux ils sont beaucoup plus gros, et donc trimballer pendant la migration plusieurs centaines de grammes, voire kilos de réserves énergétiques, c'est pas forcément un problème parce qu'ils sont déjà très gros, alors qu'évidemment pour une sarcelle qui fait quelques centaines de grammes, c'est pas possible. Après, en termes de reproduction, est-ce que toutes les espèces vont adopter la même stratégie de reproduction, ou tu vas avoir des particularités? Je pense par exemple au tadorne, qui peut lui nicher dans le terrier de lapin, il y a des harles, il me semble, qui peuvent nicher dans des arbres. Quand on parle de stratégie de reproduction, il y a plusieurs choses. Il y a les stratégies de formation des couples et de maintien de ces couples, et puis ensuite le comportement de reproduction lui-même. Donc les stratégies de reproduction, elles sont très différentes au sein des anatidés, et pour faire simple, on a des espèces comme les canards qui forment des nouveaux couples tous les ans. Alors est-ce que c'est un nouveau couple avec le même partenaire ou pas ? C'est assez difficile à dire, parce qu'en fait, on a très peu d'études pour ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une période où les mâles et les femelles ne sont pas ensemble, et à une autre période, ils reforment un nouveau couple, avec le même ou pas. Alors que chez les oies et chez les cygnes, on a au contraire plutôt, et même beaucoup, des couples qui sont formés en général pour des années, voire pour la vie, et les deux partenaires restent ensemble pendant toute l'année. Et donc chez ceux qui font des nouveaux couples, chaque année, en général, ces couples se forment pendant l'hiver, et ensuite les deux partenaires vont migrer ensemble jusqu'à la zone de reproduction, se reproduire, ensuite se séparer, et un nouveau couple va être formé l'hiver d'après, donc avec les mêmes ou pas les mêmes. Et après, en termes de comportement, donc effectivement, le type d'habitat de reproduction, il est très différent. Donc il y a par exemple le tadorne qui niche dans des terriers, alors que d'autres vont plutôt nicher, en général, ils nichent quand même plutôt au sol, dans des zones ouvertes. Mais ces zones ouvertes, ça peut être une touffe de jonc au milieu de l'eau, dans certains cas, un système quasiment colonial où il y aurait plein de nids, très proches les uns des autres sur un îlot. D'autres espèces comme le canard souchet, au contraire, il est très territorial, donc il ne va pas supporter qu'il y ait un autre nid à proximité du sien, donc ils vont être très espacés. Les sarcelles, elles vont nicher plutôt dans des chablis, dans des zones de bois effondrés ou inondés, donc il y a vraiment une très très grande variété de situations, et géographiquement aussi. En gros, en Europe, ils se reproduisent depuis le sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Scandinavie. Une fois que cette saison de reproduction est passée, que l'été passe également, il y a plusieurs espèces en fait à l'automne qui migrent. Il y a des mouvements de canards qui arrivent en France et des mouvements de canards qui quittent la France. Est-ce que tu pourrais un peu décrire ces différents mouvements et les espèces qui sont concernées ? Alors en fait, c'est parce qu'on a des espèces qui ont des stratégies migratoires qui sont très différentes les unes des autres. Déjà, on a des espèces qui sont sédentaires, ou des populations qui sont sédentaires. Par exemple, chez le canard colvert, on a un certain nombre d'individus qui sont sédentaires en France, donc qui nichent en France, et qui ensuite restent dans la même zone, ils ne se déplacent pas du tout. Ils font éventuellement quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres au cours d'une année, mais ça s'arrête là. Ensuite, on a des espèces dans lesquelles on a un mélange de migrateurs et de sédentaires. C'est le cas par exemple du fuligule milouin. Fuligule milouin, il y en a qui nichent en France, et il y en a d'autres qui nichent ailleurs et qui viennent seulement hiverner en France, et donc en hiver, les deux catégories d'individus plutôt, vont se mélanger, mais ensuite ils ne vont pas avoir le même comportement migratoire. Et puis ensuite, on a des oiseaux qui sont purement migrateurs, qui nichent pas en France, ou de manière complètement accidentelle, comme le canard siffleur ou le canard pilé, qui vont aller nicher très au nord de l'Europe, vraiment très très au nord, en Sibérie, très loin pour certains,
et qui, sauf vraiment de manière très anecdotique, un couple ou deux par an des fois, pour le pilet, ne vont pas se reproduire en France, donc ils sont uniquement là pendant les périodes d'hivernage ou de halte migratoire, parce que par exemple, dans les canards pilés, il y en a qui nichent très au nord de l'Europe, et qui vont ensuite hiverner beaucoup plus au sud que la France, en Afrique, et ils ne font, pour certains, que traverser la France à l'automne et au printemps. Alors quelque chose que je trouvais très intéressant dans le livre que tu as écrit sur les canards, c'est qu'en fait tu décris un peu la journée type d'un canard de surface, avec donc les remises diurnes, les gagnages nocturnes. Est-ce que tu pourrais un peu décrire justement ce quotidien ? Alors ouais, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique aux anatidés. Enfin, il y a d'autres espèces qui le font, mais c'est vraiment très très marqué chez les anatidés. Ils ont une alternance de besoins d'habitat qui sont très différents au cours d'une journée. Comme tous les animaux, ils ont besoin de s'alimenter et de se reposer, mais ils font pas ça dans les mêmes habitats, surtout pour des raisons de risque et de prédation. En fait, ces oiseaux, ils vont s'alimenter dans des zones qui sont plutôt des plans d'eau peu profonds, comme ils plongent pas, et qui mangent surtout des choses qui sont dans le sédiment, il faut qu'il n'y ait pas trop d'eau, quelques dizaines de centimètres maximum, qui sont souvent des zones qui sont végétalisées, donc c'est des marais, des zones humides, qui sont végétalisées, donc on ne voit pas très loin, et donc le risque de se faire prédater, il est assez important en se faisant surprendre par un rapace ou un mammifère. Et donc du coup, ces zones-là, elles vont être plutôt utilisées pendant la nuit, où le risque de prédation est moins grand, et les canards vont se disperser à faible densité là-dedans, donc dans plein de zones de gagnage comme ça. Et la journée, au contraire, ça serait trop risqué de rester là, parce que le risque de prédation est trop grand, donc au contraire, ils vont aller sur des plans d'eau qui sont beaucoup plus grands, et donc en général beaucoup plus profonds, dans lesquels ils vont se regrouper, parce qu'en étant regroupés, ça va aussi leur permettre de réduire leur risque de prédation, parce qu'il y a plus d'yeux de canards qui surveillent les prédateurs éventuels. Mais donc ces grands plans d'eau qui sont très profonds, c'est pas des zones d'alimentation favorables pour les canards de surface. Donc du coup, ils ont besoin d'alterner entre les deux, et il n'y a aucun des deux types d'habitat qui leur permettrait de satisfaire tous leurs besoins pendant 24 heures. Donc du coup, ils font la navette entre les deux pendant tout l'hivernage, sachant que souvent, ils vont rester fidèles à la même remise pendant tout l'hiver, pour ceux qui restent dans la même zone, et au contraire, aller utiliser successivement des gagnages différents en fonction de l'abondance des ressources au cours de la saison. Là, on parle essentiellement des canards de surface, ou c'est toutes espèces confondues ? Pour les canards plongeurs, c'est le même principe. Par contre, pour les oies, c'est plutôt l'inverse. Elles vont plutôt avoir tendance à aller s'alimenter pendant la journée dans des grandes zones, c'est des herbivores, donc c'est pas les mêmes habitats, elles vont aller manger dans des grandes prairies ou dans des parcelles agricoles pendant la journée, et se regrouper la nuit pour dormir dans les plans d'eau, avec là l'idée qu'au contraire, elles vont se mettre au milieu des plans d'eau, ce qui va diminuer la probabilité de se faire attraper par des prédateurs terrestres. C'est une parfaite transition, parce qu'on va parler de conservation et de menaces. Comment est-ce que se portent aujourd'hui en fait les canards sauvages en France, si tu devais dresser des tendances pour les différents types d'espèces qu'on a vues ? Alors, c'est très contrasté entre les catégories de canards, effectivement. Alors, les canards marins, il y en a quand même assez peu qui hivernent en France, donc on ne va pas trop s'appesantir sur eux. Mais par contre, il y a vraiment quelque chose qui est très différent entre les canards de surface d'un côté et les canards plongeurs de l'autre, et notamment chez les plongeurs pour le fuligule milouin et le fuligule morillon, qui sont, ou qui étaient historiquement les plus communs en France, qui eux montrent une tendance négative très très défavorable. Donc ils ont un statut de conservation qui est vraiment dégradé. Les effectifs ont beaucoup diminué. On avait plusieurs milliers, voire des fois dizaines de milliers d'hivernants en Camargue, par exemple, de chacune des deux espèces. Là, les comptages récents, depuis une dizaine d'années, c'est 0, 1, 2, 3 morillons au 15 janvier. Donc il a vraiment complètement disparu de la Camargue. Et les effectifs de Milouin, ils se comptent en dizaines, voire 100 à 200, alors qu'avant, c'est pareil, on en avait des fois 10 000. Donc ça, il y a plusieurs hypothèses d'explication à ça, c'est pas complètement tranché. La première hypothèse, c'est que la population a vraiment diminué. On pense que les conditions de reproduction en Europe centrale sont très dégradées par rapport à ce qu'elles étaient. Les Milouins, ils aimaient beaucoup se reproduire dans les étangs piscicoles de l'ère soviétique, parce que le mode de gestion qui était pratiqué fournissait un degré de trophie des plans d'eau, donc de richesse alimentaire des plans d'eau, qui était exactement ce qui leur convient. Et avec l'effondrement du mur, ces piscicultures, donc qui étaient surtout des piscicultures de carpes, soit elles ont été abandonnées parce qu'il n'y a plus trop de marché, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent manger des carpes, soit au contraire, c'est devenu très intensif. Et donc du coup, c'est beaucoup trop riche, c'est extrêmement fertilisé par les exploitants, et donc du coup, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas un habitat qui leur convient.
Et donc du coup, ils ont perdu cet habitat-là. De la même manière, ils nichaient beaucoup dans les colonies de mouettes qui se développaient à proximité des élevages de visons, donc qui étaient des visons d'Amérique, qui est une espèce qui n'est pas native en Europe. Et avec le déclin du marché de la fourrure, il y a beaucoup moins d'élevage de visons, il y a du coup beaucoup moins de colonies de mouettes qui protégeaient les milouins contre les prédateurs, et en même temps, les éleveurs de visons qui ont fait faillite, ils ont lâché les visons. Et donc du coup, on a un très gros problème chez les canards plongeurs, mais chez beaucoup d'oiseaux qui nichent au sol en général, de prédation par le vison d'Amérique, qui est une espèce exotique envahissante en Europe. Donc du coup, chez ces oiseaux-là, on a cette crainte de vraiment un gros problème sur les populations. En plus de ça, il faut savoir que le milouin et le morillon, c'est des espèces qui ont beaucoup augmenté en France dans les années 60-70, et en distribution, donc ils sont beaucoup étendus vers l'ouest, et en effectif. Et donc en fait, on s'en rappelle pas bien, on voit juste aujourd'hui le déclin massif de ces populations-là, alors qu'en fait, elles avaient avant beaucoup augmenté. Et donc peut-être qu'on revient à une situation qui est plus similaire à ce qu'elle était dans les années 50, par exemple, avec une population de milouins et de morillons qui est plus centrée sur l'Europe centrale, voire même jusqu'à l'Asie centrale, enfin ça dépend jusqu'où on compte, mais dans des zones comme la mer Noire par exemple, qui est vraiment le bastion de l'espèce a priori, donc peut-être que ça s'est contracté, ça s'est recontracté vers cette zone-là, ce qui fait qu'il y a peut-être pas moins de milouins en tout, mais il y en a moins chez nous, ça c'est sûr. Pour les canards de surface, on a des situations qui sont plus favorables. Beaucoup de ces espèces ont augmenté, et certaines de manière assez nette au cours des 50 dernières années. Pour la sarcelle d'hiver, par exemple, il y avait à peu près 50 000 oiseaux hivernants en France dans les années 60. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 150-200 000, donc ça a beaucoup augmenté. Sur le temps long, c'est le cas de pas mal d'autres espèces, ça a plutôt tendance à se stabiliser ces dernières années, donc ça augmente moins vite que ça n'a augmenté dans le passé. Pour certaines espèces, on observe un déclin plus récent, par exemple pour le canard colvert, mais il y a la question des lâchers qui ont pu un peu perturber les comptages. Pour le siffleur, on en voit moins aussi. Pour d'autres, par contre, on continue à avoir une augmentation, comme le souchet par exemple, ou le pilet, mais ça peut être une redistribution d'oiseaux qui avant hivernaient en Afrique, et qui maintenant hivernent de manière plus importante en Europe de l'Ouest. Donc on en voit plus en France, mais par contre, peut-être qu'il n'y en a pas plus à l'échelle globale, on ne sait pas vraiment. Et alors, est-ce qu'on peut aborder, enfin, tu l'as déjà évoqué pour les canards de plongeurs, les menaces. Sur les canards de surface, est-ce qu'ils sont face à des menaces similaires ? Alors, il y a des différences selon qu'on parle d'hivernage ou de reproduction. Pour beaucoup de canards, la France, c'est plutôt une zone d'hivernage. Il n'y a pas de menace vraiment très très forte en termes d'habitat, dans le sens où on a déjà beaucoup protégé les zones humides dans lesquelles ces oiseaux vont hiverner. Il y a eu beaucoup de création d'aires protégées dans les années 70-80, et ces espèces en ont beaucoup bénéficié, elles sont beaucoup reportées vers ces sites qui sont gérés de manière à leur fournir de l'alimentation et de la tranquillité, donc ça leur plaît bien. Néanmoins, les menaces, elles peuvent être, chez des migrateurs, les menaces, elles peuvent être ailleurs. Et donc, il y a des soucis sur la qualité des habitats de reproduction de certaines espèces qui hivernent en France. Par exemple, le siffleur, par exemple la sarcelle d'hiver, ou des pays de reproduction importants en Europe, comme la Finlande, indiquent qu'il y a des diminutions nettes des effectifs. Et donc, du coup, ça menace de fait, par ricochet, les effectifs hivernants en France. Après, on a une analyse qui est en cours de finalisation là avec la Commission européenne, où on s'est intéressé aussi à l'impact de la chasse sur ces différentes espèces, et on a évalué la durabilité des prélèvements, c'est-à-dire est-ce que les prélèvements synégétiques tels qu'on les connaît à l'échelle de la voie de migration sont compatibles ou pas avec ce que la population est capable de produire en termes démographiques. Et on se rend compte que pour un certain nombre d'espèces sur lesquelles on a fait l'analyse, notamment le fuligule milouin, le canard siffleur, le canard pilé, le canard souchet, la sarcelle d'hiver, ce qui est déclaré comme prélèvement à l'échelle globale de la voie de migration est supérieur à ce que la population est apparemment en capacité de produire. Donc là, ça pose des questions en termes de gestion de l'activité synégétique. Ça pose aussi en partie des questions sur la qualité des données. Tout ça, ça dépend évidemment de comment on estime la taille de population et comment on estime le tableau de chasse. Et là, on a probablement des progrès à faire des deux côtés pour certaines espèces. Je sais pas si c'est vraiment une menace, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques d'hybridation avec les échappées de canards d'élevage ? Enfin là, ça a plutôt impacté le colvert, je pense. Il y a des hybrides qui existent entre la plupart des espèces d'anatidés, et même des fois entre certains canards et certaines oies. C'est plus rare quand même, bien sûr, mais des hybrides entre les canards de surface, donc du genre Anas ou des genres apparentés,
toutes les combinaisons existent. Il y a un excellent livre de Sébastien Ribert qui présente tous les hybrides possibles. Et donc, à peu près toutes les combinaisons sont recensées. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a souvent des caractères qui ressortent chez les hybrides, même si les parents sont des espèces différentes, parce qu'initialement, ils ont la même origine phylogénétique. C'est pas tant un problème en soi dans la plupart des espèces, il y a des exceptions, parce que souvent, les hybrides, ça, les éleveurs d'ornement nous le disent, et puis on l'a constaté aussi nous-mêmes avec des oiseaux qu'on avait en élevage, en fait, les hybrides ont des taux de survie qui sont beaucoup moins grands que les adultes. Et donc, en fait, il y a des grandes chances que dans la plupart des cas, ces oiseaux-là, même s'ils peuvent exister, même s'ils peuvent naître, ils survivent pas bien et donc du coup, ils envahissent pas la population. Alors, il y a des exceptions. Il y a une exception notable qui est l'Eris mature. Donc, l'Eris mature, c'est un petit canard plongeur dont il y a un certain nombre d'espèces dans le monde. En Europe, il y a une espèce qui existe qui est l'Eris mature à tête blanche, qui est une des espèces de canards les plus menacées en Europe et dans le monde. Et une des menaces principales pour elle, c'est l'hybridation avec l'Eris mature rousse, qui est une espèce, donc c'est Oxyura jamaïcensis, donc ça dit bien d'où elle vient. Donc c'est une espèce d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, qui a été introduite pour l'ornement, et qui s'hybride avec l'Eris mature à tête blanche. Et comme il y a déjà plus beaucoup d'Eris mature à tête blanche, et là pour le coup visiblement les hybrides survivent bien, c'est une vraie menace pour une espèce qui avait déjà perdu pas mal d'habitat, diminué en effectif. Et là aujourd'hui, le risque c'est que les dernières Eris matures à tête blanche d'Europe, finalement au lieu de se reproduire entre elles, se reproduisent et s'hybrident avec l'espèce exotique envahissante, et donc on ait une perte génétique, une disparition de l'espèce ou de la population initiale sauvage. Donc il y a des programmes qui sont mis en place pour lutter contre ça. Est-ce que tu as des exemples de mesures ? La mesure, elle est toute simple, c'est éradication de l'Eris mature. Ah oui, ok. Donc il y a un très gros programme, il y a eu plusieurs programmes LIFE financés par l'Europe pour éradiquer l'Eris mature rousse, qui est, au départ, on connaît la date exacte des premiers arrivés. En fait, c'est des oiseaux qui étaient en élevage en Angleterre. La cage a été ouverte. On sait combien, on sait quand. À l'époque, c'était dans les années 50, je pense. On n'a pas réalisé que ça causait un problème. Donc, du coup, il y en avait beaucoup en Angleterre. Ils en sont presque arrivés à bout. Il n'en reste que quelques individus. Et ensuite, l'Eris mature à tête blanche, elle est essentiellement présente en Espagne. Et donc, du coup, il y a un nouveau projet qui a été mis en place, qui est en train de se terminer, qui était porté par l'Office français de la biodiversité, qui visait à éradiquer toutes les Eris matures rousses de France pour faire un espèce de cordon sanitaire pour empêcher que les quelques-unes qui restaient en Angleterre, et surtout celles qui sont assez nombreuses aux Pays-Bas, ne traversent notre pays et aillent se reproduire en Espagne avec les Eris matures à tête blanche. Et donc, ça a pas mal marché. Donc les anatidés figurent parmi les oiseaux qui sont les plus chassés en France. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à la fois quelles espèces sont chassables et comment s'organise cette chasse tant en termes de durée que de pratique ? Alors, la plupart des espèces de canards sont chassables en France, à quelques exceptions près, comme le tadorne, comme le fuligine roca par exemple, mais la plupart des autres le sont. Effectivement, c'est des gros prélèvements. Alors, on ne va pas parler du colvert, ou au contraire, on en parlera spécifiquement après, où il y a des lâchers, et donc du coup, les effectifs prélevés sont très grands, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont des animaux issus d'élevage. Mais pour les espèces qui sont purement sauvages, ils se prélèvent de l'ordre de 300-350 000 sarcelles d'hiver, par exemple, en France, chaque année. Et pour les autres espèces, ça se compte en dizaines de milliers en général. Donc c'est vraiment effectivement des espèces qui sont très chassées, très prisées par les chasseurs de gibier d'eau, qui sont souvent, pour beaucoup d'entre eux, des chasseurs très spécialisés. C'est un peu comme les chasseurs de limicole, enfin c'est des conditions de chasse qui sont pas faciles, parce que on est dans l'eau, il fait froid, il pleut. Là où c'est le meilleur, c'est quand il y a des conditions de vent du nord-est, donc ça amène des migrateurs, mais en même temps ça amène de la pluie, il fait froid, etc. Donc il y a plusieurs modes de chasse. Globalement, la saison est la même pour les différents modes de chasse, donc la chasse commence selon les départements de la fin du mois d'août ou début du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc ces oiseaux sont chassés donc souvent à l'affût pendant qu'ils font ce trajet dont on parlait entre les remises et les gagnages, ou alors à proximité de l'un ou l'autre site, si c'est une zone qui n'est pas une zone en réserve. Donc ça c'est vraiment la chasse classique, donc le chasseur qui se poste, souvent avec un chien pour aller chercher les oiseaux après dans l'eau, et puis qui prélève les oiseaux quand ils volent au-dessus de lui ou quand ils sont sur le point de se poser.
Il y a ensuite des chasses qui sont réalisées sur le littoral, par exemple, où éventuellement les gens creusent un trou, s'enterrent dedans. Enfin, c'est des choses qui sont assez localisées géographiquement. Et puis, pour un certain nombre d'espèces, la chasse de nuit est autorisée. Alors, dans un certain nombre de départements uniquement, et que dans ces zones-là, et que depuis des postes qui sont identifiés, numérotés, bien connus, etc. Et donc là, le principe... Et c'est un peu l'image la plus connue de la chasse au gibier d'eau, c'est d'avoir une espèce de petite cabane qui est au bord d'un plan d'eau en général, sur lequel les gens vont aller mettre des aplants. Donc ils élèvent des canards qu'ils sélectionnent pour leur champ, qui vont placer à des endroits stratégiques en fonction de la météo, du vent, des espèces qu'ils espèrent voir, de la période de l'année, etc. pour essayer de faire poser les oiseaux sauvages sur cette mare et les prélever à ce moment-là. Et donc voilà, effectivement, c'est des chasses qui sont très pratiquées. Et pareil, il y a un certain nombre d'espèces d'oies qui sont aussi chassables en France, qui sont aussi chassées à peu près de la même manière. Et par contre, les cygnes sont tous protégés. Alors, les tableaux de chasse en France, ils sont obligatoirement déclarés pour certains modes de chasse. Par exemple, pendant la chasse de nuit, qui se fait depuis des huttes ou des gabions, les gens sont obligés de tenir un carnet et de rapporter ce carnet en fin d'année. Donc ça, ces chiffres, ils sont connus, ils sont publiés, on les publie, la Fédération nationale des chasseurs et l'OFB, on les publie chaque année. Mais ça n'est que partiel, parce que la chasse de nuit, c'est qu'une partie de l'activité cynégétique, et pour certaines espèces c'est même une partie plutôt petite, et l'essentiel se fait autrement, l'essentiel des prélèvements. Il n'y a pas eu d'enquête nationale des prélèvements en France depuis la saison 2013-2014, donc c'est des chiffres qui datent un peu parce que d'une part les populations d'oiseaux ont évolué, mais aussi les populations de chasseurs et les modes de chasse ont pu évoluer. Donc ça c'est des données qui sont pas très précises. Par exemple pour la sarcelle d'hiver, on savait que dans cette saison-là, le niveau de prélèvement était de l'ordre de 330 000 individus, donc c'est beaucoup d'oiseaux. Mais en même temps, ça s'exerce pas sur un nombre instantané d'oiseaux dont on sait qu'il est plus petit. On parlait tout à l'heure de 150 à 200 000 hivernants en France. Ça s'exerce sur tous les oiseaux qui, à un moment ou à un autre, vont être dans notre pays pendant la saison de chasse. Et donc il y a un flux important d'oiseaux dans lequel s'exerce ce prélèvement. Pour prendre une image, c'est un peu comme la différence entre une photo de l'autoroute et le nombre de voitures qui passent sur l'autoroute. Le comptage, c'est instantané, c'est la photo de l'autoroute, on voit 50 voitures sur la photo. Si on fait un comptage du nombre de voitures qui passent sur l'autoroute pendant 1 heure, évidemment, c'est beaucoup plus que 50. Donc du coup, le rapport entre ce qui est prélevé et ce qui est compté, il faut tenir compte du fait que c'est quelque chose qui est dynamique. Pour d'autres espèces, les prélèvements, ils sont très importants parce qu'il y a des lâchers. Pour d'autres espèces, pour une autre espèce, pour le canard colvert. À cette époque-là, on avait à peu près 1,5 million d'oiseaux qui étaient prélevés en France, mais on avait aussi à peu près 1,5 million de canards colverts qui étaient lâchés en France. Donc tous sont pas prélevés à la chasse, il y en a qui meurent aussi d'autres choses, mais donc ça contribue au fait qu'on ait des très gros tableaux de chasse pour cette espèce-là. C'est un chiffre qui est un peu artificiel du fait de ces lâchers. Donc c'est des chiffres qui datent un peu. On est en train de travailler en ce moment même avec la Fédération nationale des chasseurs pour essayer de lancer une nouvelle enquête nationale pour avoir des chiffres très prochainement, puisque du fait de cette apparente non-durabilité des prélèvements à l'échelle de la population globale, pour un certain nombre d'espèces de canards, il y a la volonté de mettre en place une gestion qui justement soit plus dynamique et qui permettent d'adapter les niveaux de prélèvement avec ce que les populations vont pouvoir supporter. Et donc du coup, pour ça, on est obligé de suivre les prélèvements de manière régulière. C'est le principe de la gestion adaptative. Et donc du coup, on va être dans une situation où il va falloir régulièrement, probablement chaque année, avoir un suivi des prélèvements. Est-ce qu'il y aurait une gestion de ces prélèvements au sens quota ? Ça, c'est quelque chose qui est à discuter, parce que la gestion du volume de prélèvement, ça peut être par une régulation de la durée de la saison de chasse, des modes de chasse, de la fréquence à laquelle on peut prélever, est-ce que c'est tous les jours, pas tous les jours dans la semaine, ou ça peut être via un nombre total autorisé, un quota. Il y a un peu tous les cas de figure. Aujourd'hui, la régulation en France, elle est essentiellement via la durée de la saison de chasse, pour être en concordance avec les contraintes biologiques de l'espèce. C'est la directive oiseaux qui l'impose. Il y a des pays dans lesquels il y a des quotas, ou en France, par exemple, il y a des quotas pour la bécasse des bois. Donc, tous les cas de figure, il y a pas mal de leviers sur lesquels on peut jouer, en fait. Et le principe de la gestion adaptative, c'est que le choix de l'objectif et le choix du levier sont faits de manière collective. Et alors, scientifiquement,
quels vont être en fait les impacts de la chasse sur les canards, tant en termes d'impact sur les populations de manière générale, après sur la distribution géographique, sur les comportements et après sur la qualité des gènes aussi? Alors c'est une question qui est compliquée parce qu'en fait l'impact de la chasse, on a tendance à se dire, ben voilà, il y en a 10, j'en prélève 5, il en reste 5. Et en fait c'est pas forcément ça, parce que toutes ces causes de mortalité additives liées aux activités humaines, mais c'est le cas aussi des collisions avec les éoliennes ou de toute autre source humaine, donc non naturelle de mortalité, elle n'est pas forcément additive à la mortalité naturelle. C'est-à-dire, si on en tue 5 à la chasse, ça veut pas forcément dire qu'il y en a 5 en plus qui mourraient cette année-là dans la population. Dans certains cas, le prélèvement synégétique, il est ce qu'on appelle compensatoire de la mortalité naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on prélève des animaux qui, de toute façon, seraient morts d'autre chose pour des causes naturelles. Et donc, dans certains cas, si on en prélève 5, ça veut pas dire qu'il y en aura à la fin de l'année 5 de moins que si on n'avait pas chassé. Parce que dans certains cas, ils seraient de toute façon morts d'autre chose. Et donc ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque espèce. La position où on est sur ce gradient mortalité additive et compensatoire. Et donc ça mérite d'être étudié au moins groupe d'espèces par groupe d'espèces et dans certains cas espèce par espèce. Après les impacts autres du prélèvement, bah, évidemment il y a un impact en termes de dérangement. Les espèces qui sont chassées, bah, elles vont avoir tendance à essayer de se déplacer pour éviter les zones qu'elles ont le sentiment de voir risquées. Donc ça explique en partie pourquoi la création d'aires protégées a entraîné une telle redistribution des oiseaux. On leur a fourni une zone dans laquelle elles étaient plus exposées à ce genre de dérangement. À l'inverse, faut pas négliger non plus le fait que dans certains cas, la gestion des habitats pour la chasse, c'est aussi ce qui fournit des habitats favorables à ces espèces, parce qu'évidemment, pour les prélever, il faut réussir à les attirer là, donc il faut que ça soit un milieu qui leur soit favorable. Et dans certaines zones ou dans certains habitats, c'est uniquement parce que l'activité synégétique est maintenue que des habitats favorables à ces espèces sont aussi maintenus et n'ont pas été transformés en zone urbaine ou zone agricole ou ce genre de choses-là. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc, et donc il y a aussi un intérêt dans certains cas et dans une certaine mesure, à maintenir une activité synégétique via les impacts positifs que ça peut avoir sur l'environnement. On vient de sortir, entre autres, avec le CNRS, la Tour du Valais et d'autres partenaires, un guide de gestion, par exemple, des marais de chasse en Camargue, qui vise à justement promouvoir les bonnes pratiques de gestion dans ces zones qui ont une vocation synégétique, pour qu'elles fournissent aussi des habitats les plus favorables possibles à ces espèces, en évitant les espèces exotiques envahissantes, etc. Donc ça, c'était l'impact sur les populations. Sur la distribution géographique, est-ce qu'on voit des changements, type les canards qui s'adaptent parce qu'ils sont plus chassés dans certaines parties de la France? Alors en fait, c'est des animaux qui sont quand même très opportunistes. Donc on dit c'est des animaux qui vivent dans les zones humides, mais en fait les zones humides c'est très varié comme habitat, et il y en a dans beaucoup de régions. Et donc du coup, ils sont capables de tirer rapidement profit de toutes les opportunités. Et puis ça peut être littoral, à l'intérieur des terres, le long des rivières, donc ils peuvent vraiment être dans beaucoup d'endroits. Donc on n'a pas des régions entières de France dans lesquelles il n'y en a pas à cause du dérangement par la chasse ou du dérangement par les activités humaines. On a des régions où il y en a moins, comme par exemple dans le Massif central ou dans les Alpes, parce que c'est pas un habitat qui leur est favorable. Mais dans tout le reste, finalement, à partir du moment où il y a des zones humides, il y aura des canards. Alors après, plus ou moins, évidemment, dans les très grandes des très grandes régions de zones humides, il y a plus de canards, type en Sologne, en Dombes, enfin tous ces endroits où il y a beaucoup d'étangs piscicoles, au lac du Der, qui est un immense réservoir, il y en a aussi beaucoup, et puis tout le long des zones humides littorales. Par contre, au sein de ces régions, à une échelle plus fine, la distribution, elle dépend vraiment de la capacité à leur fournir des zones tranquilles pour avoir des remises. Et là, dans ce contexte-là, on a très bien pu démontrer que la création de plein d'aires protégées en France dans les années 60-80, 70-80, ça a vraiment entraîné une forte redistribution de ces oiseaux vers les réserves. Et donc ils s'entassent dans ces réserves, alors qu'ils ne sont pas forcément des zones réglementairement protégées. En fait, on peut avoir une propriété privée qui éventuellement est même chassée pour une partie, mais qui dans une autre partie s'assure d'assurer la tranquillité des oiseaux, et ils peuvent venir là et être extrêmement nombreux. On a des chasses
camarguaises dans lesquelles on a des effectifs très très importants d'oiseaux hivernants, parce que dans cette partie-là de la propriété, ils ne sont pas du tout chassés, jamais dérangés, et donc du coup ça fait une bonne remise. Et ils ont effectivement la capacité à se regrouper vraiment à très très haute densité dans les zones qui sont très favorables, à une échelle très fine. C'est une excellente transition aussi sur la conservation, les mesures qu'on peut mettre en œuvre. Et justement, à t'entendre, j'ai l'impression que c'est justement la conservation de zones humides, la protection et la création de réseaux de zones humides. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en œuvre ? Pour ces espèces, c'est vraiment l'habitat. C'est vraiment ça qui est la chose principale. Et en fait, on se rend compte que la création de ces réserves et l'amélioration des pratiques de gestion des zones humides en général, ça a vraiment beaucoup profité à la plupart de ces espèces. Alors après, il y a d'autres espèces d'anatidés qui utilisent les habitats qui ne sont pas des habitats de zones humides et qui sont des habitats potentiellement complètement artificiels. Et les oies, par exemple, elles ont beaucoup augmenté en Europe du fait des changements des pratiques agricoles qui leur fournissent des zones qui sont parfaites pour s'alimenter. Et du coup, en lien avec cette industrialisation de l'agriculture qui pose plein d'autres questions et problèmes, ça a été très favorable et ça a conduit à une augmentation des populations d'oies. Toutes oies confondues Sur les oies grises en général, donc l'oie cendrée, l'oie rayeuse, etc. C'est celles qui sont les plus communes chez nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le plomb qui cause le saturnisme, il me semble. Quels sont un peu les impacts du plomb justement sur les oiseaux ? Alors, chez les oiseaux d'eau, c'est un vrai problème. L'ingestion des plombs de chasse qui finissent dans le sédiment des plans d'eau après les coups de fusil, c'est un vrai souci. On estime que ça tue 1 million d'anatidés par an en Europe. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est une grosse pression. En fait, c'est lié au fait que ces animaux, ils ingèrent les proies sans les mâcher, évidemment. Mais contrairement par exemple aux rapaces, qui ont des sucs digestifs qui sont très efficaces. C'est moins le cas chez les canards, et en fait, chez les canards, le broyage des aliments, ça se fait par broyage mécanique dans le gésier, donc c'est pour ça qu'on mange les gésiers de canards, c'est parce que c'est très costaud. Et pour aider à ce broyage, ils ingèrent des petits cailloux, qu'on appelle du grit, qui aident, en fait, comme une meule, à écraser ces ressources, souvent des graines, des choses comme ça. Quand ils ingèrent ces petits cailloux, des fois les petits cailloux, c'est pas des petits cailloux, c'est des billes de plomb qui sont issues des plombs de chasse. Et en faisant ça, en les ingérant et ensuite en les broyant dans leur gésier, justement, ça va causer ce qu'on appelle le saturnisme. Donc c'est une partie du plomb qui va passer dans le sang et qui ensuite va poser des vrais problèmes, ça pose des problèmes neurologiques et ça entraîne assez rapidement la mort des individus. Il y a des expériences qui ont été faites en élevage, en forçant un animal à ingérer parfois 1 ou 2 plombs seulement, donc c'est vraiment tout petit, ça peut suffire à le tuer. Quand on analyse les gésiers de canards, on en a qui n'en ont pas 1 ou 2, il y en a qui en ont vraiment des très grands nombres. Donc c'est un vrai souci, c'est pour ça que le plomb est interdit dans les cartouches pour chasser dans les zones humides depuis 2005, et très prochainement, en fait, la loi européenne est en train de faire évoluer la réglementation dans les différents pays. Il sera même interdit de porter sur soi des cartouches au plomb quand on va à la chasse dans les zones humides. Donc on ne pourra pas tricher et avoir une cartouche des fois et puis l'autre quand on est contrôlé. Là, ça sera interdit d'avoir du plomb. Et donc les chasseurs seront obligés d'utiliser des cartouches avec des munitions alternatives qui sont en général souvent des billes d'acier. C'est le plus fréquent. Et donc ça permet d'éradiquer ce problème. Ça oblige les chasseurs à adapter un petit peu leurs conditions de tir, mais pour préciser et pour replacer, c'est interdit, les cartouches au plomb sont interdites en Amérique du Nord depuis 1995. C'est complètement respecté et ça n'empêche pas les chasseurs nord-américains de pratiquer leur passion. Ils aiment autant la chasse que les chasseurs européens et ils ont réussi à y passer et il n'y a aucun souci, quoi. Donc ça crée des inquiétudes, mais néanmoins, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien et on en a la démonstration ailleurs. Et c'est un vrai souci et ça, là pour le coup, c'est une vraie contrainte, une vraie pression sur ces populations. Au cours de ton suivi des anatidés, est-ce qu'il y a des faits surprenants que tu vois de temps en temps ? Alors, on a
En fait, on bague beaucoup d'oiseaux, donc on leur pose des bagues en métal, et ensuite on espère qu'un jour, il y ait quelqu'un qui récupère cette bague, soit en trouvant l'oiseau mort, soit en l'ayant prélevé à la chasse, et surtout nous la renvoie. Et donc régulièrement, on reçoit des informations d'oiseaux qui ont été bagués en France et qui sont repris à l'autre bout de l'Europe, des fois à 3, 4, 5 000 km. Quand on a les coordonnées géographiques, mais maintenant on peut aller par exemple sur Google Earth et voir des images de la zone. Et ils sont dans des endroits complètement incroyables. On a l'impression que la Camargue c'est grand, mais quand ils sont dans des deltas de certaines rivières en Sibérie, on a l'impression de dézoomer. En fait, on est toujours dans le même delta qui est immense et il n'y a pas une seule habitation, ou quasi. Donc ça, c'est assez surprenant, les capacités qu'ils ont. Et puis après, on a plein d'anecdotes d'animaux repris dans des endroits surprenants ou d'animaux qui mangent des choses surprenantes. Les souchets, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, en fait, tous les canards ont des lamelles dans le bec et en fait, ils vont filtrer l'eau et le sédiment pour retenir les aliments, comme les baleines. Mais le souchet, c'est vraiment incroyable. Il a des peignes de chaque côté de la bouche et en fait, on voit très bien, si on les regarde de loin, on voit l'eau qui rentre et l'eau par l'avant du bec et qui sort sur les côtés. Et entre-temps, ils arrivent à s'alimenter sur des petits invertébrés qu'on voit pas vraiment si on n'y prête pas attention dans l'eau, quoi. Alors, question impertinente. Si tu devais être un oiseau, quelle espèce choisirais-tu et pourquoi ? Ça serait forcément un canard, ça c'est sûr. Après, il y a plusieurs options. Ça serait sûrement la sarcelle d'hiver, parce que c'est l'espèce sur laquelle je travaille depuis très longtemps. Donc je vois bien les intérêts, je vois bien les migrations pas possibles qu'elle est capable de faire, de se reproduire dans des endroits où il n'y a jamais personne, etc. Mais j'aime bien le canard souchet aussi, parce que c'est le seul canard qui se nourrit vraiment de manière complètement différente des autres. Il a une drôle de tête, et c'est le seul qui mange essentiellement des invertébrés, du plancton tout le temps, donc il utilise des habitats qui sont un peu différents des autres espèces de canards, donc j'aime bien. Et dernière question, toi au cours de tes années de suivi, quelles sont soit les plus belles, soit les plus surprenantes observations que tu as faites, des choses qui t'ont marqué ? On a des résultats qui sont vraiment très tranchés pour certaines espèces, donc c'est pas des observations ponctuelles sur le terrain, mais se rendre compte par exemple que dans les années 50, quand on capturait quand les gens, parce que moi j'y étais pas, capturaient et baguaient des colverts en Camargue, très souvent, ils avaient des oiseaux qui étaient repris. Ensuite, on récupérait la bague à l'autre bout de la Russie. Et la distance moyenne de reprise, c'était de l'ordre de 500 km en moyenne, mais c'était très souvent plusieurs milliers. Aujourd'hui, la distance moyenne de reprise d'une bague de colvert, quand on le bague en Camargue, c'est quelques dizaines de kilomètres seulement. Et donc, on a vraiment une sédentarisation complète de ces oiseaux-là. Et on n'a plus les grands migrateurs qui venaient de l'autre bout de la Russie. Donc ça, c'est vraiment très surprenant. Après, dans les choses vraiment très surprenantes, si on passe une journée au bord d'une grosse remise de sarcelles, ça peut être un plan d'eau sur lequel il y a, dans les très grosses remises, 10, 20 000 oiseaux qui n'arrêtent pas de crier toute la journée. Et le soir, dans son lit, on continue à les entendre. Et ça, c'est assez surprenant, quoi. Et dès qu'il y a un dérangement, on en a 5 000 qui s'envolent d'un coup, qui sont capables de complètement perturber les prédateurs autour, à tel point qu'ils en attrapent quasiment jamais. Enfin, c'est assez surprenant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister L'Allule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.